Chapitre 3. L'apprenti. Soute du voile de Zéphyrium. La première chose qui me frappe, c'est l'odeur. Pas celle du bois chaud et des lampes, pas l'odeur familière de la salle commune. Ici, c'est la respiration du Zéph lui-même. Un mélange d'huile, de métal tiède, et ce souffle particulier des cuves d'hélium. Un souffle sourd, régulier, presque animal. La soute n'est pas un endroit pour les enfants. Je le savais. Je ne le comprenais pas vraiment. Aéric marche devant moi. Pas trop vite, pas trop lentement, exactement comme le ferait n'importe quel capitaine avec n'importe quel apprenti. Et c'est peut-être ça qui me serre le plus le ventre. Il ne jette pas un regard en arrière pour vérifier si je suis là. Il ne me parle pas d'une voix douce. Il ne commente rien pour m'aider à me sentir chez moi. Il explique. Sobrement, froidement, correctement. Comme si je n'avais jamais posé un pied dans cette nef. Tu entreras toujours par là. Sa voix résonne contre le métal. Pas par le pont avant, pas par les coursives supérieures, une apprentie commence par le ventre, pas par les ailes. Un frisson me traverse. Je ne sais pas si c'est la fraîcheur des parois ou l'autorité dans sa voix. Je connais le Zeph. Je connais chaque corde, chaque marche, chaque recoin où se cacher quand on est petite. Mais d'un coup, tout est différent. La soute, c'est le cœur. La partie la plus vaste de la nef, où les cuves d'hélium sont alignées comme des géants endormis. Leur peau sombre miroite sous la lumière jaune des lampes suspendues. On dirait qu'elles respirent. Elles respirent. Au travers des hublots teintés de la coque, je vois le Havre s'éloigner lentement en dessous de nous. Les conteneurs multicolores du mur d'enceinte, les restes tordus du crampon et sa voie libre pour les convois, les ruines grises qui descendent vers Gravenchon, et, au bord du fleuve, de minuscules silhouettes qui tirent des filets. Des errants, déjà debout, déjà occupés à survivre. Tout s'éloigne. Ou c'est moi qui m'en éloigne. Concentre-toi, Alicia. Sa voix me ramène ici, dans ce ventre d'acier où rien n'est doux. Je ravale ma salive. Oui, capitaine. Il s'arrête, très brièvement, presque imperceptiblement, comme si le mot avait accroché quelque chose en lui. Puis, il reprend sa marche. Ici, dit-il en désignant une des cuves. Tu apprendras d'abord à reconnaître les signatures sonores. Chaque cuve a la sienne. Tu devras les connaître toutes. Elles te diront si la nef monte mal, si elle descend trop vite, si un contrevent vient de frapper les voiles. Il ne croise toujours pas mon regard. Tu écouteras avant d'agir. Tu observeras avant de toucher. Tu apprendras la bonne musique du Zeph. Pas celle que tu imagines, la sienne. Le conte sur le renard me revient d'un coup, comme une secousse légère dans la poitrine. Je sens mes joues se chauffer. Aéric ajoute, sans se retourner. Pour l'instant, tu écoutes, tu observes. Tu seras avec Tibor Filvant. Tu le connais bien, il parle beaucoup. Ne t'en formalise pas, il écoute encore mieux qu'il ne parle. La vie à bord est dure. Il faut être patient, faire confiance aux Zeph. La soute t'apprendra ça, ou elle te brisera. Je serre les dents. Je voudrais répondre quelque chose, dire que je suis prête, que je connais le Zeph par cœur, que je suis sa fille, mais aucune de ces choses n'a de valeur ici. Ici, je ne suis pas sa fille, je suis apprenti. Et c'est presque pire. Aéric s'arrête enfin, devant l'immense valve centrale. Il pose une main dessus, d'un geste simple, sans solennité. Tout commence ici, Lessia. Sa voix baisse légèrement, sans se radoucir. Ici, tu apprendras à entendre quand tout va bien, et à reconnaître quand quelque chose manque. Je ferme les yeux un instant. La nef respire. La cuve vibre très légèrement sous ses doigts. Clonch, clonch. Ce n'est pas beau.
Ce n'est pas doux, mais c'est juste. Alors, je respire aussi. Oui, capitaine. Je ne sais pas si j'ai prononcé les mots trop vite ou trop bas, mais il les entend. Je le vois la tension minuscule qui passe dans sa mâchoire. Puis, il se remet en marche. Et moi, je le suis. Avec, au fond de la poitrine, quelque chose qui ressemble à la peur, ou à la patience, ou peut-être à ce moment précis où l'on cesse de vouloir que le monde chante notre chanson, et où l'on commence à apprendre la sienne. Je n'ai pas le temps de respirer que quelque chose surgit entre deux cuves, ou plutôt quelqu'un, grand, long, filiforme, comme un piquet de bois qu'on aurait étiré, avec une petite moustache fine qui frémit comme une antenne. Ah, elle est là! La voix claque, rapide, joyeuse. L'homme arrive sur nous en trois enjambées, les bras déjà levés comme s'il allait m'attraper. Je recule d'un pas. Tibor Filvent, annonça Eric dans un souffle neutre. L'homme se fige, incline la tête, puis me sourit d'un sourire qui occupe tout son visage. Lessia! Enfin! Ça fait des années que je me dis quand est-ce qu'elle descend ici, la petite? Quand est-ce qu'elle vient entendre la vraie musique? Il parle trop vite, beaucoup trop vite. Ses mots s'empilent, se chevauchent, se percutent. Tu as grandi, évidemment, ça arrive souvent, mais pas trop, pas comme ta sœur. Elle grandit comme c'est Madame Arrage, hop, d'un coup. Bon alors, tu sais écouter? Non, question idiote. Tout le monde sait écouter, mais ici c'est différent. Ici, on écoute vraiment. Aéric a déjà tourné les talons. Tibor? Oui, capitaine? Pas trop de discours. Pas aujourd'hui. Oh, jamais trop, capitaine, jamais trop, juste ce qu'il faut. Aéric disparaît dans la coursive supérieure. Je reste seul avec Tibor. Il frotte ses paumes, excité comme un enfant. Bon, toi et moi, on va s'entendre. Enfin, j'espère. Enfin, tu vas surtout entendre. Enfin, bref, viens. Il m'attrape presque par le coude, puis se retient au dernier moment, déjà repartant dans l'autre direction. Alors, première leçon, la cuve C3. Elle a un souffle un peu capricieux aujourd'hui. Rien de grave. Enfin, peut-être. On va voir. Tu tends l'oreille, tu fermes les yeux et tu me dis ce que tu entends. Je m'exécute. Les vibrations me traversent. Le métal résonne. Le souffle du zeph roule contre les parois. Mais tout se mélange. Ce n'est pas simple, ce n'est pas juste. C'est un chaos, sans logique. Je suis incapable de distinguer sa cuve C3 des autres, du vent, du plancher qui craque et des instruments qui bourdonnent, du moteur qui vibre. Alors, je rouvre les yeux, les joues en feu. Je... Je ne sais pas. Tibor saute presque en l'air. Exactement parfait, très bien. Hein? Bah oui, ceux qui disent qu'ils savent dès la première fois, ils mentent, ou ils sont sourds, ou ils confondent le bruit de la cuve et le bruit de leur propre cœur. Toi, tu as écouté. C'est déjà énorme. Je respire un peu mieux. Recommence. Cette fois, ne cherche pas la logique, cherche juste ce qui existe. Je ferme les yeux et je n'entends rien de clair, mais une vibration, une aspérité, un tic peut-être, imperceptible au milieu du souffle. Ou alors, c'est moi qui l'imagine. Tibor attend. Il ne dit rien pour la première fois depuis que je l'ai vu. Je rouvre les yeux. Il y a un tic. Il frappe des mains. Formidable, un tic, voilà, c'est elle, c'est sa signature. La C3 fait toujours un tic quand elle a froid. Elle a froid, tu vois, tu vois? Je sursaute presque, mais je souris. Le reste de ce qu'il me dit s'envole au-dessus de moi. C'est comme une mélodie constante, un flot de paroles incessantes, mais rassurantes. Ça va aller. Écoute ce qu'a dit papa, sois attentive, observe. Non, écoute ce qu'a dit ton capitaine. Apprends. Tibor me fait signe de le suivre.
Pas un petit signe discret, non, un moulinet de bras, large comme une voile en rafale. Viens, viens, il faut que tu vois ça. Il file déjà entre les cuves, ses bottes claquant contre les passerelles étroites. Au-dessus de nos têtes, des câbles tendus vibrent comme des cordes de harpe géantes. Je reconnais certains, ceux qu'on utilise pour vérifier l'intégrité des membranes quand le vent change brutalement. Les autres, je ne les ai jamais vus. Ça, par exemple. Lance Tibor en pointant un renfort métallique qui traverse la soute en diagonale. On appelle ça une côte, parce que ça maintient tout debout, comme les côtes d'un animal, tu vois? Je hoche la tête. Il ne regarde même pas si j'ai compris. Il enchaîne, déjà. Nous avançons encore, et soudain il s'arrête si brusquement que je manque de lui rentrer dedans. Là! Je lève les yeux. Un câble, une ligne tendue de 30 ou 40 mètres qui traverse la zoute du Zef en hauteur d'un renfort à l'autre. On se déplace avec ça? Je demande. Évidemment! Tu croyais quoi? Qu'on marche au milieu des cuves d'hélium toute la journée? Air léger, pied léger, ma grande. Non, 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 non. Il secoue la tête si vite que sa moustache tremble. Ici, on plane. Il décroche un petit mousqueton et sa poulie d'une patère. Quasiment ce qu'on utilise au Havre sur les tyroliennes. Une accroche pour le harnais, quelques poulies, un moteur intégré. Mais là, c'est plus simple, plus court, renforcé aux endroits où ça frotte. Il me le tend. Mais je l'accroche. Il ajuste les sangles en fonction de ma taille avec une rapidité qui me surprend. D'habitude, Tibor n'est pas rapide. Il est beaucoup de choses, mais pas rapide. Pourtant, ses doigts vont droit, précis, assurés. Ici, dit-il en tapotant la boucle ventrale, c'est le point d'équilibre. Si tu le perds, tu pars en vrille. Mais pas de panique, après 2 vrilles, tu verras, tu apprends vite. 2, bon, parfois 4. Je déglutis. Le câble est à 1 mètre au-dessus de sa tête. Tibor accroche un mousqueton, vérifie 2 fois, puis me le montre. Toujours vérifier 2 fois, toujours. Sinon la soute te rappelle qu'elle n'a pas d'humour. Il pousse légèrement sur le harnais. Il glisse, juste glisse, sans effort, sans bruit, comme si la nef l'avalait et le recrachait plus loin. Il se retourne d'un mouvement souple, presque élégant. À toi! Je m'approche. Mes doigts tremblent juste assez pour me trahir. Je place le mousqueton, il claque. Je prends une inspiration. L'air est chargé de chaleur, d'huile et d'un souffle qui n'appartient à aucun moteur. Le module est plus petit que sur les tyroliennes d'entraînement, moins sécurisant. Il y a moins de place aussi. Je sens qu'au moindre mouvement de travers, je vais m'empaler contre une cuve ou une côte dans le ventre du monstre familial. Je me lance. Le premier mouvement est sec, puis le souffle de la soute me prend. Je glisse au-dessus des cuves, je sens la vibration de la C3 contre mes bottes, un léger frottement d'air, le bruit sourd de la nef qui respire. Tibor m'attend de l'autre côté, bras ouverts. Pas mal, bon un peu crispé, mais ça viendra. Je retiens un sourire. Mes jambes tremblent quand je touche la passerelle. Ce n'est ni très haut, ni impressionnant. Pourtant, faire ça, en plein vol, dans cet environnement, sous le regard de Tibor, c'est particulier. Il tapote une rambarde. Tu vois ça? Personne ne vient ici sans raison. Jamais. La soute, c'est la peau fine. On n'y mange pas, on n'y discute pas, on n'y rigole pas fort, on n'y court pas, on n'y vit pas, on n'y vit pas. On travaille et on écoute. Sa voix s'adoucit soudain. Une douceur rare chez lui, comme un pli de tissu longtemps froissé qui se détend. Toi, maintenant, tu fais partie de ceux qui écoutent. C'est un honneur et une charge. Je baisse les yeux vers les cuves. Clonch. C'est comme un cœur qui bat trop lentement. Pourquoi la C3 est aussi importante? Tibor sourit. Le petit sourire, celui qu'il ne sort que quand il aime vraiment quelque chose. Ah, très bonne question. Parce que c'est elle qui prévient quand le vent change d'humeur.
Elle est plus basse que les autres, plus large. Elle prend les variations en premier. Si elle tousse, tout le monde doit tendre l'oreille. Il tapote une paroi. Et elle tousse souvent. Ça lui donne du caractère. Il me fait signe de continuer. On marche une vingtaine de mètres sur la passerelle jusqu'à une échelle. Maintenant, on descend d'un niveau. Ça, c'est le dessous de la soute, l'entrepôt. Je n'ai jamais entendu ce mot. Ça sert à quoi? Demandai-je. À rien, à tout. À accueillir la cabine, le cargo, les pieds du Zef, c'est le ventre qui porte le ventre. Quand on descend, l'espace change. C'est plus étroit, plus structuré, des poutres croisées, des filets d'arrimage, des anneaux métalliques qui pendent comme des racines. Et là, devant nous, une grande ouverture ronde. La partie cargo. Elle s'étend sur une vingtaine de mètres. Un sol de bois renforcé, des parois métalliques claires, un plafond plus bas que dans la soute, mais encore haut. Des caisses rangées par taille, des sangles croisées, des bancs rabattables pour les passagers, et surtout une grande ouverture fermée par une baie coulissante donnant sur l'extérieur, le monde. Voilà, dit Tibor. Ici, c'est le ventre utile, le ventre que tu connais, celui où tu as couru quand tu étais petite, celui où tu te disais c'est ça, vivre sur une nef. Il secoue la tête, presque affectueusement. Mais ce n'est que la surface, la peau, le décor. Il pointe du doigt vers la soute au-dessus, invisible, mais présente comme un poids. Là-haut, c'est la chair, le souffle, la vérité d'une nef. Il se tourne vers moi. Lessia, tu ne redécouvres pas le Zef. Tu découvres ce qu'il signifie, ce qu'il demande et ce qu'il attend. Je ne dis rien parce que, pour la première fois, je sens que c'est vrai. Je ne suis plus une enfant qui court dans le cargo. Je suis là pour apprendre la respiration d'un être gigantesque. Un être qui nous porte, qui nous protège, qui peut nous punir. Allez, dit Tibor en frappant dans ses mains. On n'a fait que 10%. Je t'emmène voir les moteurs. Là-bas, tu vas comprendre ce que ça veut dire quand le Zef se met à gronder. Et sans attendre, il repart, comme une bourrasque en botte. Et moi, je le suis, avec, dans la poitrine, la sensation étrange que je viens de franchir une porte invisible et que je ne pourrai plus jamais revenir en arrière.